Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment ça goûte. Aujourd'hui nous sommes chez moi dans la vallée du Lot à La Capelle-Cabanac au cœur de l'appellation Cahors. Nous avons passé la journée avec Mathilde Fournier et son papa, vigneron au château au Mont-Plaisir. Ils nous ont fait découvrir l'histoire du domaine, leurs méthodes de vinification et d'élevage, mais aussi leur vin. C'est parti! Voilà, vraiment là, on a vraiment des jolies grappes. Donc moi c'est Mathilde Fournier du coup, donc la fille de Cathy et Daniel, mes parents qui sont les vignerons du coup du château au Mont-Plaisir. Je suis arrivée en 2015 pendant les vendanges 2015, donc au mois d'octobre à peu près. Voilà, je suis revenue sur le domaine, c'était un peu pour une transition dans mes études. Voilà, j'ai fait des études de commerce avec une spécialisation quand même en commerce du vin. Il n'y avait pas plus en tout cas d'idée de reprendre le domaine ou de venir travailler au domaine à l'époque. Et puis voilà, j'ai senti que je pouvais apporter quelque chose au domaine de par ce que j'avais appris, mes compétences au moins en commerce. Donc du coup voilà, je me suis dit que je pouvais peut-être apporter ça. Et puis au final voilà, je suis restée, je me suis pris un peu au jeu aussi de cette aventure-là, donc je suis restée sur le domaine. Et aujourd'hui, un peu de tout en fait. C'est difficile de résumer un poste de, je vais dire, vigneron parce que je m'occupe effectivement de tout ce qui est commerce, beaucoup d'administratifs aussi évidemment au bureau, même si j'ai la chance d'avoir une super collaboratrice voilà, qui s'occupe de beaucoup de choses. Mais du coup, voilà, on est un peu sur plein de sujets à la fois, les vinifications qui vont pas tarder, voilà, très importantes, où j'apprends, hein, je suis vraiment dans la phase aussi d'apprentissage avec mon père, mais en essayant d'apporter un peu ma touche voilà, à moi sur certaines choses où je pense qu'en tout cas on peut faire des essais. Mais voilà, cette phase un peu d'apprentissage. Il y a les salons de début d'année aussi, donc je sais pas, un peu couteau suisse, voilà, on fait un peu de tout quoi, voilà. Et puis il faut être, quand on est vigneron, il faut être un peu bon partout quoi, hein. Faut connaître, on fait autant des ressources humaines que du management, que de la relation avec des fournisseurs. C'est un boulot de tous les jours. Franchement, les journées sont assez rythmées et des fois on ne sait pas forcément ce qui va nous attendre dans la journée, mais voilà, c'est un peu c'est ce que je fais. Donc voilà, un peu de tout, le conditionnement aussi, puisque il y a la mise en bouteille, l'étiquetage, le départ des commandes, voilà. Quand on fait du vin, on est aussi réglementé sur beaucoup de choses, donc faut sans cesse s'informer, faire beaucoup de veille. Voilà, il y a tout ça aussi qui a à prendre en compte, et répondre aux sollicitations diverses et variées des clients, de la presse, voilà. En fait, on fait beaucoup de choses, voilà, beaucoup de choses. Le château au Mont-Plaisir, c'est un domaine familial, voilà, c'est construit, c'est une histoire de famille qui s'est construit pas sur 14 générations, sur 3 du coup, je suis la 3e. Mes grands-parents vivaient pas très loin, en fait, juste à côté. Ils ont racheté le domaine, ils faisaient déjà ils faisaient du vin. Ils étaient agriculteurs, voilà. Il y avait de la polyculture, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, comme à peu près la plupart, comme tous les vignerons un peu se sont montés dans les années 60-70. Et puis il y a eu en 1971 le décret d'appellation Cahors, donc il y a eu vraiment l'appellation qui est née à Cahors. C'est vrai que mon grand-père y a vu un effet d'opportunité, donc il a planté, il y avait déjà de la vigne et puis il en a planté aussi. C'était cet effet d'opportunité-là, hein, il le dit lui-même, il n'était pas viticulteur à la base, hein, il était agriculteur, voilà. Il a planté de la vigne, ils se sont développés comme ça, donc ils avaient 15 hectares avec ma grand-mère. Et puis ma maman, du coup, qui a vécu forcément sur le domaine, a décidé de reprendre du coup l'exploitation en 1998 avec mon papa, du coup, qui était lui aussi fils d'agriculteur, agriculteur lui-même, mais dans les céréales. Donc côté
côté céréales. Donc ils n'y connaissaient rien en viticulture. Ils ont beaucoup appris en travaillant en fait. Voilà, c'est vrai que ça a été cet apprentissage sur le terrain avec mes grands-parents, mais aussi avec des collègues vignerons, viticulteurs, des techniciens. Voilà, il y a eu tout cet apprentissage qui s'est fait. Et donc ils ont repris le domaine en 1998. Alors mes grands-parents faisaient que de la viticulture, ils allaient jusqu'à la vendange et puis ils vinifiaient les vins. Et ensuite, la plupart, en tout cas la grande majorité, étaient vendus en négoce. Et mes parents ont décidé, parce que aussi peut-être un contexte économique un peu défavorable justement à ce moment-là, mes parents ont décidé d'essayer de valoriser les vins. Pour les valoriser, du coup, c'était la vente à la bouteille qui était à ce moment-là, en tout cas, et encore aujourd'hui, forcément la plus rémunératrice. Donc, ça a été cette transition en se disant, il faut qu'on aille vers ça. Comment on y va? On ne peut pas évidemment vendre la même chose, peut-être améliorer les qualités, essayer de comprendre un petit peu plus où est-ce que le terroir que l'on a, où nos vignes sont plantées et qu'est-ce qu'on va en faire en fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'a démarré l'histoire vraiment du château au Montplaisir, puisque le nom de domaine n'existait pas en fait, c'est mes parents qui l'ont créé. Et l'histoire elle a démarré comme ça, en allant voir dans les vignes, en allant goûter les baies de raisin, comprendre un petit peu le type de sol, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la vigne de plus ou de moins du coup pour améliorer la qualité. Du coup le passage en bio a été une étape dans cette construction. Même si ça n'a pas été la première, il faut se remettre à l'aube des années, dans les années 90 du coup, le bio n'était pas forcément très connu, très répandu. Il y en avait déjà qui étaient en bio et très convaincus depuis longtemps, bien évidemment. Mes parents, ils avaient tout à construire. Il y avait très peu de choses en fait pour améliorer la qualité des vins, donc ils ont dû investir beaucoup dès le départ. Et du coup, dans cet investissement-là, le bio était plutôt secondaire. Voilà, ça n'a pas été la première chose qu'ils ont fait. Par contre, ils ont déjà pensé à faire des choses un petit peu de base, bon sens paysan, c'est-à-dire réenherber les vignes. Donc aujourd'hui, toutes les vignes sont enherbées. Par exemple, aller travailler les sols, déjà adapter le mode cultural pour essayer d'aller améliorer la qualité. Et puis en 2009, du coup, sous la très grosse impulsion de ma maman, du coup, qui elle était déjà convaincue du bio et qui pensait déjà depuis quelques années, mes parents ont démarré la conversion en bio, du coup, donc qui a duré 3 ans jusqu'en 2012. C'est vraiment sous une impulsion de ma maman. Mon père était alors je dirais là à cette époque-là plus près, on va dire, pas qu'il n'y croyait pas, mais il avait peur parce que forcément quand on ne connaît pas quelque chose en général on en a peur. Voilà, et quand on commence à s'intéresser, à comprendre aussi comment on travaille avec ce mode de culture, on commence à l'apprivoiser et ça va de suite mieux. Donc voilà, 2009, passage en bio avec déjà du coup beaucoup d'adaptations qui avaient été faites avant, mais vraiment la passage en bio. Voilà. Donc avec une conversion en 3 ans réussie en 2012 et du coup le premier millésime c'est 2012, le premier millésime certifié bio c'est 2012. Voilà. Et donc ça a rythmé forcément leurs 10-12 premières années de vigneron, tout simplement. Voilà, c'était aller comprendre les terroirs, qu'est-ce que ici il y a de plus ou de moins qu'ailleurs, et comment du coup on va construire notre gamme et notre gamme de cuvées de vin en fonction de tout ça. Et donc c'est pour ça qu'on a un domaine qui est assez original, puisque c'est vrai que nous on travaille très peu à la parcelle de vigne. On n'a pas de cuvée parcellaire au domaine aujourd'hui, peut-être que ça viendra parce qu'il y a quand même des parcelles très exceptionnelles, mais on n'a pas de cuvée, on n'a pas de cuvée en parcellaire. On travaille tout en morcellement de parcelles de vigne. Moi j'appelle ça de l'ultra parcellaire parce qu'on va au-delà vraiment de la parcelle, on va chercher à l'intérieur d'une parcelle et en fait on va aller assembler des morceaux de parcelles qui se ressemblent partout dans le domaine. Voilà, donc ça peut être des fois une vingtaine de morceaux de parcelles pour une cuvée, voilà, jusqu'à aller à 8 ou 9 selon les années morceaux de parcelles pour notre cuvée Pur Plaisir qui est la cuvée haut de gamme. Du coup voilà, c'est tout ce travail là, il a fallu comprendre pourquoi dans cette parcelle là
les 10 premières rangées, elles étaient différentes des 15 dernières. Et je ne vais pas vous donner la solution miracle, parce que des fois, il n'y en a pas, on ne sait pas forcément pourquoi. Je pense que ça fait partie aussi un peu de notre magie de vigneron et de ce terroir. Il y a des fois, on comprend très bien, on voit bien qu'il y a une différence de sol assez, qui se fait assez naturellement. Il y a l'exposition aussi. C'est vrai que si vous êtes en haut de parcelle et en fin de parcelle, il peut y avoir des différences, l'exposition au soleil. Et il y a des fois, on ne comprend pas. Il y a des fois, ces morceaux de parcelles-là, ils sont extraordinaires et pourtant, sur le papier, c'est pas là où on serait allé chercher l'extraordinaire. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours ce petit truc en plus. Voilà, je vous parlais de la parcelle de chez Jeannette tout à l'heure, qui est une des parcelles qui composent notre Pur Plaisir. Et voilà, c'est vrai que cette parcelle-là, pourtant, il y a des vignes à côté, mais cette parcelle-là, elle a le petit truc en plus. Et voilà, et on ferait pas du Pur Plaisir sur la parcelle d'à côté. C'est comme ça. Encore une fois, c'est notre interprétation aussi. Hein. C'est nous, c'est en tant que vignerons, c'est l'interprétation qu'on a aussi de ce terroir. Mais c'est aussi ça la magie du vin en fait. C'est que le terroir, on parle beaucoup, la notion de terroir, souvent on n'y met que le sol dans le terroir. Le terroir, c'est très pluriel. Le terroir, c'est tellement de choses. Le terroir, c'est évidemment le sol, c'est la météo, la climatologie, les influences que l'on va avoir. Nous, ici à Cahors, et particulièrement sur notre domaine, parce qu'on est à l'extrémité de l'appellation Cahors, on a des influences qui arrivent de l'océan, et puis on a des influences qui arrivent de la Méditerranée. Donc voilà, ça va être ça, mais c'est aussi notre regard de vigneron et notre travail. Évidemment que notre passage en bio, il fait partie du terroir aujourd'hui. Voilà, que nos décisions de vendanger à tel moment, ça fait partie aussi du terroir. Voilà, le terroir, c'est tout ça, c'est pluriel. Le terroir, c'est aussi les accidents climatiques qui peuvent arriver. Voilà, c'est vraiment. Alors des fois, c'est une notion fourre-tout. On y met beaucoup de choses derrière cette notion de terroir. Mais en fait, moi, je trouve qu'on le sent, on le comprend. Ben voilà, quand on est ici. Là, on est sur la parcelle des Bonnefouzes. Alors c'est pas une parcelle où on a du Malbec, pourtant on a quand même beaucoup de Malbec, mais ici on a de la Syrah et puis là on a du Chardonnay du coup. Et cette parcelle, ben voilà, on entend les oiseaux chanter, on a des grands pins. C'est une parcelle où je trouve voilà, il y a de la beauté, il y a de l'énergie. Et ça c'est ce que mes parents m'ont fait et surtout ma maman m'a inculqué, c'est cette notion d'énergie. Et je trouve qu'aujourd'hui, on oublie beaucoup cette notion d'énergie quand on mange, quand on boit quelque chose, quand on va dans un lieu. Il faut y faire attention. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention voilà, aux lieux qui nous entourent, parce que quand il y a de l'énergie qui circule, on se sent bien. Voilà, je ne sais pas l'expliquer en fait, je trouve qu'on se sent bien. Et en fait, on l'a perdu, mais on devrait s'en souvenir, parce que nous-mêmes, si on n'a plus de sang qui circule, c'est fini. Et en fait, cette énergie-là, elle est très importante. Voilà. Et je pense que quand on y fait attention, et nous, agriculteurs, paysans, vignerons, on a peut-être un peu plus cette sensibilité, parce qu'on est toujours dans la nature. Mais voilà, mais c'est quelque chose qui est très important. Et voilà. Et quand il y a des endroits où on se sent pas forcément bien, moi, je sais que ma mère m'a toujours dit, c'est pas des endroits où on plantera de la vigne, où on plantera du vivant, voilà. Donc cette notion d'énergie, pour nous, elle est très importante, autant ici dans la vigne que dans les vins. Voilà, un vin où on sent de l'énergie, pour moi, je trouve que ce sera toujours des grands vins, peu importe si c'est un vin à 9 € ou si c'est un vin à 300 €. Un vin où on sent qu'il y a du vivant, il y a de l'énergie, ça c'est important. Donc voilà, ça fait partie vraiment ici de notre écosystème à mon plaisir, ce travail, voilà, de faire attention à la nature, à nos vignes, à l'humain aussi derrière qui fait le vin. C'est un métier qui parfois peut être très ingrat, faut être honnête aussi là-dessus, mais en fait c'est un métier qu'on fait par passion. C'est vraiment ça une idée que j'ai voulu retranscrire, parce qu'aujourd'hui on a vécu tellement d'accidents climatiques. Moi, ça fait 10 ans que je suis revenue sur le domaine, du coup, ça fait partie de l'histoire aussi de mon plaisir, mais je suis revenue en 2015, après des études de commerce.
Je suis revenue parce que voilà, je suis allée vivre ailleurs, dans des grandes villes notamment, dans le sud-est de la France. Et en fait, il y avait ce petit truc qui me manquait d'ici, du Lot. Voilà. Et pourtant, Dieu sait si j'ai dit à mes parents plus jeunes que jamais je reviendrai au domaine, que jamais je vivrai ici parce que c'était un trou paumé, etc. Bon bref, j'en passe et des meilleurs. Mais en fait, il y a ce petit truc qui nous retient quand même, voilà, ce petit truc de lien. Alors, il faut pas que ce lien, il soit trop, faut pas que il aliène justement. Voilà, faut pas non plus que ce soit dans l'extrême. Mais en tout cas, ce lien-là, il me manquait. Je suis revenue en 2015, moi, travailler sur le domaine avec beaucoup d'humilité parce que j'ai pas fait d'études techniques, donc beaucoup apprendre. Voilà, ça a été vraiment un peu le leitmotiv de ces presque 10 dernières années, apprendre avec mes parents, mais aussi avec notre équipe qui est en place, parce qu'elle est en place depuis tellement longtemps que ils m'ont appris beaucoup de choses. Voilà, merci Cédric, merci Abdel, merci Cécile, parce que c'est eux qui sont là depuis le plus longtemps et qui m'ont appris. Voilà, en plus de mes parents, j'y tiens parce qu'encore une fois, on fait pas un vigneron, il fait pas du vin tout seul, on fait du vin avec une équipe. Donc voilà, un peu pour l'histoire du domaine qui a plus de 20 ans. Mes parents fêteront l'année prochaine, puisqu'ils ont repris officiellement en 98, mais ils étaient à partir de 95, ils étaient déjà sur le domaine, donc 2025 sera du coup un millésime un peu anniversaire du coup, voilà, pour le domaine, les 30 ans, voilà, 30 ans de millésime sur le domaine. Quand on a allumé tous les feux là, on avait mis des bottes de paille partout. Et tu te lèves le matin, enfin tu te lèves non. Quand le soleil se lève à 8h et que toi tu es dans les vignes et que tu vois que toute la fumée, elle n'est pas au-dessus de toi, elle est sur la forêt. Et là tu fais, on est levé depuis 4h, 3h, on allume des feux pour qu'il y ait de la fumée au-dessus et en fait les vents avaient tout poussé. Et c'était incroyable, la fumelle, ils se sont réveillés sous la fumée. Ils avaient toute la fumée du Lot qui était venue chez eux. Alors ici c'est les plus vieilles, là on est sur des vignes qui ont 60 ans à peu près. Voilà, des belles grappes de Malbec là. Du coup ici là on est dans la parcelle de l'Allée. Nom de parcelle très... Mais la vérité c'est que c'est aussi le lieu dit Mon Plaisir, vraiment cadastralement ici. Voilà, donc c'est quand même le nom du domaine. Et du coup on est là vraiment sur une parcelle de Malbec, hein, donc une des 25 hectares que l'on a de Malbec. Donc le Malbec c'est un cépage, c'est notre cépage à Cahors. Alors il a d'autres noms, on peut l'appeler aussi Côte ou Auxerrois. Et Malbec c'est le nom un peu plus international. Du coup voilà, c'est vrai que mes grands-parents ont toujours parlé de Côte ou même d'Auxerrois, mais c'est vrai que Malbec voilà, c'est vraiment le nom international. Du coup c'est un cépage qu'on retrouve historiquement qui est vraiment né ici, quoi, dans le vignoble, au fil de la vallée du Lot. Et c'est un cépage qui a été introduit, alors qui existe dans d'autres appellations françaises. On va le retrouver un petit peu à Bordeaux, on en retrouve dans la Loire. Il y a une appellation aujourd'hui dans la Loire amboise qui est en 100% co, du coup, ils ne prononcent pas le T. C'est l'appellation amboise. Donc voilà, on en retrouve un petit peu dans ces appellations-là. On en retrouve à Bergerac aussi, voilà, dans le sud-ouest forcément. Mais c'est vraiment chez nous à Cahors où on le retrouve en majorité. Et puis le décret d'appellation Cahors de 1971 demande à ce que le vin, pour être appelé Cahors, ait au moins 70% de cépage Malbec dedans. Voilà, donc, et on peut rajouter après du Merlot et du Tanat à hauteur de 30%, ou pas d'ailleurs, on peut aussi aller jusqu'à 100% de Malbec, ce qui est le cas chez nous du coup. Et c'est un cépage qui aussi, du coup, est aujourd'hui vraiment international et qu'on retrouve majoritairement en Argentine. Du coup, l'origine, vraiment, pourquoi on le retrouve en Argentine, je pense que c'est parce qu'on a eu des pèlerins, hein, en fait, qui sont partis aussi coloniser l'Argentine et qui ont amené ce cépage dans leur bagage. Voilà. Et c'est comme ça que le Malbec a pris vraiment un essor international. C'est parce que forcément, le vignoble argentin est
beaucoup plus, beaucoup plus important que le nôtre. Et eux, ils ont pris ce nom Malbec. Mais le berceau du Malbec, il est ici à Cahors. Donc c'est un cépage qui est assez reconnaissable de par ses feuilles déjà. C'est vrai qu'on a cette feuille là qui est pas très dentelée, hein, qui est assez comment dire ça, assez grosse et peu dentelée. Et puis ensuite voilà, on l'appelle le vin noir, le Malbec, parce que c'est un cépage qui donne des jus assez colorés, du coup, beaucoup d'anthocyanes dans la peau, contenu dans la peau, forcément. Voilà, donc le Malbec, cépage, nous, on a un encépagement Malbec très important sur le domaine. Toutes nos cuvées sont 100% Malbec. C'est un cépage, en fait, aux multiples facettes. C'est vrai que pendant longtemps, le Malbec à Cahors a peut-être fait 15 styles de vin. Aujourd'hui et depuis voilà, quelques années, c'est vrai que ça va dépendre en fait de là où il est planté, sur quel type de sol, et c'est pour ça que l'appellation a une diversité énorme et du coup c'est une appellation qui est très riche, parce que selon où on va se trouver, première terrasse, deuxième terrasse, troisième terrasse comme ici, ou quatrième terrasse sur le Causse, vraiment un peu plus haut, on va avoir des expressions de Malbec très différentes. Et ça, c'est cette mosaïque de diversité qui est très intéressante. C'est vrai que même chez nous sur la troisième terrasse, on a tellement des sols et des mosaïques, encore une fois, très différentes selon où on se trouve sur le domaine, qu'on va avoir des expressions de Malbec différentes, et c'est ce qui a permis à mes parents de créer les 4 cuvées aujourd'hui emblématiques en Cahors: tradition, prestige, envie et pur plaisir. Et on n'a vraiment pas la même complexité, les mêmes arômes, les mêmes finesses de tanins aussi, ou juste les mêmes tanins, par rapport justement à cette combinaison cépage et sol. Donc voilà, c'est vrai que ça serait difficile de donner qu'une seule interprétation du Malbec, tant c'est un cépage qui peut donner quelque chose d'assez magique, où moi des fois par exemple ça m'est arrivé, j'ai le souvenir là, un Prestige 2019, de l'ouvrir et de me dire: waouh, on a des arômes, on dirait des vieilles syrahs du Rhône Nord. Voilà, donc du coup on va avoir vraiment des mosaïques d'arômes qui vont être vraiment très différentes. Donc c'est vraiment la typicité de ce cépage, c'est de naître comme aucun autre finalement. Voilà, et nous c'est ce qu'on aime, c'est un cépage qui peut être capricieux aussi, parce que sensible à certaines maladies, notamment voilà, le mildiou par exemple, ou à d'autres. Mais voilà, mais c'est un cépage qui donne tellement de choses très différentes, que voilà, c'est un cépage, c'est notre cépage quoi. Voilà, c'est le cépage de Cahors, il est identitaire. On le trouve chez nous sous tellement de formes que c'est ça qui est chouette quoi. C'est vrai que quand on va goûter un Cahors, un Cahors de Causse, un Cahors de Valais, on a vraiment des expressions très différentes. Et ça, c'est notre force. Voilà, c'est notre force à Cahors, c'est de savoir faire ça. En fait, on sait faire de tout. On sait faire autant des jus de soif, donc des vins d'immédiateté, de facilité, et on sait faire aussi des vins de garde, des vins avec des mâches, avec un caractère particulier. Voilà. En fait, je pense que ce qui est le plus important, c'est respecter les tanins, voilà, mais les respecter, c'est aussi des fois savoir un petit peu les amadouer, voilà, et du coup on va pouvoir après avoir une palette très très large de vins. Ça c'est chouette, c'est intéressant, et du coup nous la lecture elle est infinie quoi. Ça, c'est une démarche que mes parents ont eue déjà il y a 20 ans quoi. C'était d'aller chercher déjà des Malbecs qui sont mûrs. Voilà, ça paraît peut-être bête, hein, mais voilà, aller chercher des Malbecs qui sont à bonne maturité phénolique, donc à bonne maturité du pépin et de la peau. Et là déjà, voilà, on va pas avoir du coup en vinification après des acidités trop prononcées qui vont se développer. Enfin, en fait, ça commence de là aussi. Voilà, aller chercher des maturités qui sont présentes, garder toujours quand même une belle trame d'acidité, ça c'est important. Et c'est là aussi où moi quand j'ai voyagé, j'ai pu goûter des vins notamment en Californie, donc des Malbecs américains,
J'ai goûté aussi des Malbecs argentins et je trouve que ça c'est notre petit truc en plus à Cahors, c'est d'avoir toujours de la fraîcheur par rapport à ces appellations, enfin à ces contrées lointaines, c'est vraiment d'avoir des Malbecs toujours avec de la fraîcheur. J'ai peut-être pas goûté les bons, en tout cas aux États-Unis ou en Argentine, mais ils commencent à s'en rendre compte d'ailleurs, parce que c'est vrai que quand on goûte des Malbecs qui sont faits plutôt sur les hauteurs, à Mendoza, voilà, à des altitudes beaucoup plus importantes que les nôtres, hein, on est quand même au pied de la cordillère des Andes, et ben nous, c'est notre petit truc en plus, c'est vraiment ce travail de fraîcheur et d'acidité. C'est vrai qu'on n'a pas des vins qui sont sucrants. Et moi, j'aime quand c'est des vins qui sont digestes, où évidemment on a du fruit, on a une belle palette, et en même temps on a une belle trame de fraîcheur, d'acidité. Et c'est vrai que nous, à Mon Plaisir, c'est quelque chose qui transpire partout, n'importe où on est sur les terroirs, même sur des années très chaudes. De toute façon, le Malbec, il a des caractéristiques et en fait, c'est ça aussi maintenant, c'est notre travail un peu de, pas de magicien, mais de cuistot, quoi. D'aller, tiens, si je le fais comme ça va donner ça, si je le fais comme ça va donner ça. Et ça, je pense que, enfin, aujourd'hui, en tout cas, nous les vignerons, on l'a compris, c'est entériné, on le fait. Après, maintenant, il faut aller le prodiguer la belle parole vers le client final, en fait, pour lui dire, aujourd'hui, Cahors, ça peut être ça, mais ça peut être ça aussi, et ça peut être ça, et ça peut être ça, sans le perdre. Voilà, il faut pas le perdre non plus. Et c'est peut-être là toute la difficulté, mais on peut aller vers une palette très riche aromatiquement parlant. Et accompagner des moments de dégustation, voilà. Et je pense que les prescripteurs le savent aussi, les cavistes le savent, les sommeliers le savent. Et maintenant, il faut aller proposer, quoi. Voilà. C'est vrai que moi en fait, les gens qu'on accueille au domaine, en saison ou comme ça, la plupart viennent parce qu'ils ont goûté soit le vin au restaurant, ou ils en ont acheté chez un caviste, ou ils en ont entendu parler. Bref, mais en tout cas, beaucoup nous disent, on est surpris. J'ai encore eu des gens il n'y a pas très longtemps, ils ont goûté le vin sur la côte atlantique, et c'est vrai que ils n'avaient pas du tout cette image du Cahors. Ils ont goûté notre cuvée Tradition 2021 et ils m'ont dit on est venu jusqu'à chez vous du coup parce que vraiment on a passé un bon moment avec cette cuvée. C'est vrai qu'on s'attendait pas à un Cahors aussi léger sur le fruit, facile, pas du tout agressif. Là on était en moment avec une planche de charcuterie, au bord d'un lac avec le coucher de soleil. C'est un vin qui peut accompagner ce genre de moment, mais et qui peut accompagner aussi un repas de fête l'hiver. On sait faire de tout, on sait faire de tout, sans se perdre. On garde quand même ce cap-là, on sait ce que c'est le Cahors, mais c'est pluriel. Voilà. C'est toujours le truc, c'est que il y a un manque encore de notoriété. Voilà, mais bon, tous les vignerons font le job pour que ce manque de notoriété il soit comblé. Voilà. Participer à un salon à l'autre bout de la France, aller prospecter des cavistes, des restaurants. Ce manque de notoriété, on essaye. Quand je dis prodiguer la bonne parole, c'est ça en fait, c'est de l'éducation, c'est montrer que Cahors a changé, que ce soit au niveau du syndicat, au niveau de l'interprofession. Et oui, on a la chance à Cahors d'avoir une direction marketing quand même et communication, ce qui n'est pas le cas dans toutes les appellations. Donc oui, c'est une appellation qui a su nous aider à faire renaître Cahors en fait. C'est toujours un défi, quoi. Voilà. Moi j'adore les gens qui me disent ah non mais le Cahors c'est trop dur, c'est trop fort, c'est trop ceci, c'est trop cela. Ok, assis-toi, on va discuter. Voilà, tu vois. Et moi j'adore ce genre de personnes parce que du coup on peut y aller, quoi. Voilà, il faut y aller, il faut tout sortir et puis voilà. C'est une des choses que je préfère faire dans mon métier, quoi. C'est d'aller convaincre les gens que on fait des jolis produits, on est fiers de les faire, on n'a pas honte de ce qu'est le Cahors aujourd'hui et voilà, il faut y aller, quoi.
Voilà, et on peut les accorder vraiment avec des mets qui changent un peu de l'ordinaire aussi, quoi, voilà. Moi j'aime bien les accords traditionnels, mais j'aime bien aussi aller me surprendre avec des choses où on n'aurait jamais mis un Cahors il y a 10 ou 15 ans, quoi. Voilà, un poisson, mettre un Cahors avec un poisson, c'est pas que c'était inenvisageable, mais je pense que personne n'y avait forcément pensé, quoi. Je trouve ça intéressant, moi, d'aller chercher des accords très différents et voilà, et juste aller faire de la découverte. Et puis après, on peut rester classique aussi, hein. J'adore le magret, on peut manger des trucs classiques, mais voilà. On a repris le domaine en 97-98. C'était des vignes qui étaient travaillées, il n'y avait pas d'enherbement, surtout des vignes enracinées en surface. Enracinées en surface, même si la vigne descend, quand même, il y a des racines qui vont en profondeur, mais elles étaient nourries beaucoup plus avec la surface du sol parce qu'il y avait des engrais, etc., etc. Et quand on a repris, donc à partir de 2000, on a arrêté complètement les désherbages, et on a enherbé toutes les vignes. Et on a travaillé mécaniquement sous le rang de vigne, sur la partie comme on voit là. Et donc là, c'est là qu'on s'est rendu compte que l'enracinement était superficiel parce qu'on faisait pratiquement des tas de racines de chaque côté de la vigne, de chaque côté des rangées. Et donc des radicelles, donc c'est elles qui nourrissaient la vigne. Et la répercussion de ça, c'est que c'est clair que la vigne se nourrissait plus avec la surface du sol qu'avec la profondeur du sol et la notion un peu de terroir, de ce que donne le sous-sol. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a arrêté complètement les engrais et tout. On a enherbé les vignes, qui fait que ça a fait une concurrence à la vigne. Et petit à petit, les vignes ont commencé à baisser de beaucoup de vigueur. On avait des feuilles grosses comme ça quand on effeuillait, quand on voit, même là encore, sur le bord, c'est des rangées un peu vigoureuses, mais dans l'ensemble, on a des feuilles à peu près comme ça. Là, c'était des feuilles de chou. Et donc, on ne peut pas faire des vins qualitatifs avec des raisins qui ne sont pas, qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas très goûteux. Et donc, l'idée, c'est qu'avec l'enherbement, c'est clair qu'on a commencé à concurrencer le système racinaire superficiel. Nous déjà, en passant les intercepts, toutes les racines qu'on a coupées, celles-là, elles ne nourrissaient pas la vigne. La vigne a beaucoup baissé de vigueur au bout de quelques années. La vigne a commencé, et on l'a vu, parce que les vigueurs, sans rien faire d'autre, sont devenues un peu plus vigoureuses, petit à petit. Ce qui veut dire, c'est qu'elles s'enracinaient beaucoup plus en profondeur. Elles remettaient un système racinaire beaucoup plus en profondeur. Il faut savoir qu'une plante, quand on enlève des racines, elle en remet d'autres. Et donc la vigne a mis beaucoup plus en profondeur, est allée chercher pour se nourrir en profondeur. Et alors tout ne se fait pas du jour au lendemain, ça se fait au bout d'un certain nombre d'années. Et on s'est rendu compte de la répercussion de ça, c'est qu'on s'est rendu compte que chaque année on avait des raisins meilleurs en termes gustatifs, en termes de goût. Et en même temps, en termes de goût, il y avait le côté tannique, je dirais des tanins, qui était je dirais moins agressif qu'au début. Chaque année, on avait des tanins beaucoup plus fins. Et donc là, maintenant, ça fait 27 ans ou 25 ans. Ça va faire 30 ans. Oui, ou 30 l'année ans. prochaine. Voilà, 30 ans. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que sur nos vignes, on a quand même, dans le raisin, on a quand même des goûts complètement différents qu'avant, qui ont évolué au fur et à mesure de l'année. Et donc, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on a eu des paliers. Ce que j'appelle des paliers, si vous voulez, où on a eu des effets marquants de tout ce qu'on a mis dans la vigne, qui fait qu'on a eu des raisins bien meilleurs. Et on se rend compte d'une chose, on va dire de 97, 98, 99 jusqu'à 2000, c'était un style de vin. Après, il y a eu 2000, 2005 ou 2006, qui sont des vins qui étaient beaucoup plus juteux, mais encore avec des tanins très 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 présents, même si c'était bien enrobé. Il y avait quand même une présence tannique et une puissance. Les Cahors, il fallait quand même du temps pour d'élevage pour l'affiner. Après, on a eu les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2009. Et 2010, là, c'était des vins qui s'amélioraient. Et 2010, c'est là qu'on a passé un autre cap, mais un autre cap, à mon avis, je crois que c'est pratiquement pas le plus important, mais c'est vraiment, il y a une grosse... Un tournant.
un gros tournant, voilà, un gros tournant dans la qualité des tanins que l'on avait. Ce qui veut dire, c'est que plus on a de tanins, plus le fruit est caché, moins on a des tanins, plus on a des tanins fins, plus le fruit qui prend le dessus. Voilà, c'est ça. Et donc c'est là qu'on a commencé vraiment à avoir des beaux fruits. C'est là qu'on on a des vins très accessibles. Même jeunes, quand on voit sortir des vinifications, déjà les tanins sont très polis. Il y a la richesse, moins de richesse, beaucoup plus de fruits et quelque chose de beaucoup plus poli, beaucoup plus, je dirais, agréable à boire. Tout le travail qui a été fait depuis plus d'une vingtaine d'années se retrouve dans les raisins et se retrouve dans les bouteilles. Et c'est clair que ça, on le voit au fur et à mesure des années. Hein, et là-dessus, il ne faut jamais changer de cap. C'est très important je dirais, de faire enraciner les vignes le plus profond possible. Et ça, il n'y a que le travail du sol pour couper le racinaire. Et le désherbage, mais c'est clair que si vous laissez le désherbage, la vigne, elle remet des racines en surface. Elle va à la simplicité. Nous, on les coupe. Donc, il faut qu'elles se nourrissent quelque part. Et on se rend compte des années, et ça a été vraiment un déclic, en 2003, où il y a eu la canicule. Hein, donc, on avait un début de saison qui était très sec, hein, donc très peu de réserves en eau. Tout l'été, quand il faisait 42, 43, 44 degrés, la vigne poussait quand même. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'elle allait chercher à se nourrir, même si les sols c'était dur, et de chez dur et de chez dur. Voilà. Et donc, c'est ça l'importance. Voilà. Nous, c'est ce qu'on a fait, mais on a gardé toujours le même cap. Alors, c'est vrai que là, on a cette année beaucoup mis de potasse en foliaire avec des crèmes d'algues. Donc, on a des vignes quand même qui sont vertes. C'est vrai qu'on a eu un début de saison où il y a eu beaucoup d'eau aussi. Hein. On a eu quand même jusqu'au mois de juillet, on va dire, de l'eau, qui a été très difficile en termes de traitement. Mais cette eau est quand même dans le sol ou dans le sous-sol. La vigne, franchement, elle n'a pas eu de manque d'eau. Sauf peut-être les derniers temps, mais il n'en faut pas beaucoup pour que ça regonfle. 10-15 mm, les premiers pluies qu'il y a fait, les baies ont commencé à regonfler. Alors, c'est là que maintenant, il ne faudrait pas qu'il pleuve trop, mais c'est toujours les arrière-saisons, c'est comme ça, hein, les arrière-saisons. On ne sait jamais, ouais. Voilà. Mais voilà, le principe, il est là. Hein, le principe, il est là. Il faut que la vigne soit pas trop vigoureuse, pas trop chétive plutôt. La vigne, c'est là qu'elle programme son nombre de grappes pour l'année d'après. On doit cultiver la culture du petit détail. C'est vrai qu'au départ, je ne comprenais pas, et peut-être parce que j'étais jeune ou j'en sais rien, pourquoi tu avais une attention si particulière, enfin presque tu t'occupais mieux des vignes que de nous, quoi. Une attention si particulière, je dis ça en rigolant, mais c'est pourquoi je le dis, mais une attention si particulière à la vigne, parce que évidemment il y a cette notion de production, de quantité. Et si on ne fait pas attention, on peut se faire prendre par le mildiou et puis ben voilà, la quantité va se réduire. Mais en fait, ce que j'avais pas peut-être capté, c'était cette notion de qualité derrière, de qualité qui était hyper importante. Et en fait, je l'ai vu quand on a eu des mauvaises récoltes entre guillemets par rapport avec des incidents climatiques, etc. Et là, j'ai compris vraiment l'importance de ce petit détail de la vigne en fait, où chaque action qu'on va faire dedans, elle va compter pour la réussite au chai. Et ça, j'avoue que je l'ai compris, je l'ai pas compris de suite, voilà, parce que je pense que peut-être vous l'avez pas compris non plus de suite. Non, c'est quelque chose. Bon, on a un peu copié, hein, parce que soit on est un génie, alors là, on n'est pas ici, on est ailleurs, on a inventé plein de choses, on a plein d'argent, mais on ne sait pas quoi en faire. Hein, c'est pas le cas. Hein, et c'est ça la réalité, c'est qu'à un moment donné, on copie toujours un peu sur ce qui marche, mais c'est pas copier, c'est l'adapter. Parce que c'est ça, la réussite, c'est pas de copier. Et puis chaque millésime, mais c'est l'adapter. Là, nous, on vit avec du vivant, et surtout, on vit avec. Bon, le vivant, c'est une chose, c'est la vigne, mais c'est le résultat de ça, hein, du raisin. Et donc, la constitution du raisin, moi, quand je goûte des fois des raisins, donc ça, c'est important. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut le respecter, parce que c'est ça qui vous donne la ligne conductrice. Parce que là aussi, quand on va goûter les raisins, ça va donner des indications dans la cuve. Alors après, bien sûr, hein, on vit avec le temps, hein, on vit avec tous les aléas. Il y a le sol, lui, il y est. L'amour, on ne sait jamais comment c'est, quoi. Hein, voilà. Et il faut s'adapter par rapport à ça. On passe par là, du coup.
Ouais, on va passer. Moi, j'aime bien ce carré. Là. Attends, on va sortir ça déjà. Je vais sortir ça. Donc ici, ça c'est le premier chai entre ce bâtiment qu'on a, je dirais, construit en 2000. Parce qu'on est parti donc d'un chai où il n'y avait que des cuves pour humidifier. Et donc à partir de notre reprise, c'est clair qu'il a fallu élever les vins en barrique et aussi avoir de la place pour pouvoir stocker des ballons de bouteilles. Et donc on n'avait rien, donc c'est le premier bâtiment que l'on a fait. Donc au fur et à mesure des années, on a que le parc de barriques a augmenté. C'est clair, et la surface aussi qui a augmenté. Mais c'est clair qu'on a construit notre chai où il y a par contre tout le stockage, étiquetage, mise en bouteille et tout. Voilà. Et là, c'est sur 2 bâtiments, il y a les élevages. Ouais. Donc là, en général, il y a les élevages de 2 récoltes, l'équivalent de 2 récoltes. Voilà. Et la particularité quand même de ce chai, c'est qu'on est ici, on est en semi-enterré. Et du coup, on profite vraiment d'une super humidité, hygrométrie aussi, du sol. Et on est sur des sols en ciment, du coup, et on le voit en fait, il y a des jours où l'humidité ressort et en fait le sol est mouillé. Là, vous voyez derrière, le mur est mouillé par exemple. Voilà, et ça remonte de par-dessous et ça remouille tout le monde. Ici, c'est le... Et l'autre bâtiment qui est derrière, même sur celui-là, il y avait 3 mètres de terre. Oui, voilà. On est en donc on a sorti la terre et on a fait notre bâtiment. Donc ici, on est quand même sur enterré. Voilà. Donc par rapport à la vinification, à la récolte, bon, c'est clair que tous les raisins sont ramassés à la machine à vendanger. Mais la particularité, c'est que la vendange était grappée et triée mécaniquement et manuellement. Donc, si vous voulez, depuis le début, c'était l'option, c'est de ne rien avoir comme des morceaux de feuilles ou des tiges de feuilles ou des morceaux de grappe dans la vendange. Parce que, aussi, quand on a des raisins qui sont très mûrs, comme je vous disais, en goûtant les raisins et qu'on attend, ça nous permet aussi d'attendre, de savoir vraiment où on en est au niveau donc, du végétal, de l'amertume sur les peaux et de la maturité des pépins. C'est que plus on a des vendanges qui sont mûres, moins de travail on a à faire en termes d'extraction. Parce que dès que c'est mûr, il y a tout qui se libère en fermentation dans la cuve. Le vin se fait pratiquement tout seul. On est très, je dirais, draconien sur la qualité de vendange et surtout sa propreté de vendange quand on met en cuve. Parce qu'on travaille beaucoup plus sous forme d'infusion que d'extraction. Ce qui veut dire c'est qu'on fait des petits remontages pour mouiller le chapeau de marc. Et le reste, c'est la fermentation qui fait comme une tisane, qui va sortir son jus, qui va prendre les arômes du thé ou autre. C'est un peu la même chose. Voilà. Et donc, bien sûr, on goûte tous les jours, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, parce qu'il y a des périodes bien cruciales à la phase d'extraction. Et puis après, quand on n'est même pas à moitié fermentation, on laisse faire. Voilà. On l'espère, c'est un remontage de 5 minutes tous les jours. On vient juste mouiller vraiment le chapeau de marc par décantation. En fait, le jus se met en bas et les peaux remontent. C'est plus lourd, voilà. Donc voilà. Donc on va juste venir vraiment arroser et c'est tout. On ne fait pas plus. Fermer la cuve, garder le gaz carbonique de la fermentation et on laisse comme ça. Et puis après, on fait une fois que les sucres sont finis, ça veut dire la fermentation alcoolique est finie, donc il n'y a plus de sucre résiduel. Tout est transformé en alcool. Et après, il y a la phase de macération. Donc là, on va gagner au fur et à mesure dans la complexité du vin. Ce qui veut dire, c'est que dans ce marc, au départ, on sort 80% des choses, ce qui va dans le vin. Et après, le gras, tout ça, ça se gagne en macération. Voilà. Et le côté longueur et tout ça, vous le gagnez petit à petit en macération tous les jours. Donc en réalité, c'est pour ça qu'on fait un petit remontage pour remettre du jus d'en bas qui n'a pas macéré dans la vendange sur le chapeau de marc qui traverse et qui vient au-dessus du jus qu'il y a déjà, parce que le chapeau de marc flotte à 80% ou 70% dans le jus. Et donc voilà. Et après, bien sûr, c'est couplé aussi les fermentations avec des températures adéquates pour ne pas sortir. On a une maîtrise des températures automatique avec un peu de froid. Et à la fin, quand des fois il fait froid dans le chai, parce que souvent on laisse tout ouvert, ou comme ça, il fait froid, de remettre des fois en fin de cycle, quand la fermentation est finie, donc il n'y a plus rien qui chauffe, de remettre un petit peu de chaud pour rester autour de 25 degrés, tout le temps à 25 degrés, pour ne pas aller chercher, parce que plus on chauffe, plus on va chercher des mauvaises choses aussi, et donc la maîtrise des températures est très très importante dans aussi que ce que vous allez extraire. Voilà. Mais aujourd'hui, et de plus en plus, on a des vinifications qui sont de moins en moins interventionnistes. On vient
voilà, on essaye, pas qu'on est feignant. Mais bon, c'est vrai que c'est plus pratique. Mais en tout cas, voilà, de laisser vraiment aussi les choses se faire un petit peu et de ne pas venir chercher cette extraction-là qui... C'est aussi ça, cette problématique qu'il y a eu à Cahors il y a quelques années. On ne va pas y revenir dessus, c'est le passé. Mais voilà, et du coup, c'est vrai qu'on a aussi changé beaucoup notre fusil d'épaule et encore plus, c'est vrai qu'on adapte. On peut des fois décuver certaines cuves beaucoup plus tôt aussi parce que ça, on va avoir des très jolis jus. On peut venir aussi, après, selon les cuves, faire un peu du cas par cas. Voilà. Ouais. Il n'y a que du coup la cuvée Pur Plaisir qui, elle, a une vinification très très particulière puisqu'on fait toute la vinification de cette cuvée en barrique ouverte. Donc en fait, pour vous expliquer, mais c'est assez simple, en fait ce sont des barriques de 500 litres qu'on achète neuves chaque année du coup, et donc on les reçoit on les reçoit au 15 septembre à peu près. Elles nous sont livrées sans cette partie. Il y a le couvercle en fait qui n'est pas... Alors déjà la barrique est debout et en plus le tonnelier n'a pas mis ce couvercle, voilà ici. Donc nous ce qu'on fait, c'est que le Pur Plaisir, on le vendange toujours en dernier, en général. Et de plus en plus, enfin c'est pas de plus en plus, maintenant on privilégie vraiment des vendanges assez matinales pour rentrer de la vendange très fraîche. Voilà, pour pas avoir des raisins trop chauds. Donc c'est toujours égrappé, trié manuellement. Donc on va venir vraiment enlever. Alors le Pur Plaisir, c'est toujours un régal à trier parce que c'est des très jolies billes, c'est du caviar, quoi. On a vraiment du caviar sur la table à vendanger, là c'est génial. Et du coup ensuite, au lieu que ça parte par une canalisation, un tuyau dans une cuve, et bien là, c'est nous qui remplissons nous-mêmes la barrique. Donc la barrique est debout. Alors cette année, il n'y aura pas de Pur Plaisir, donc je ne peux pas vous montrer. Mais en tout cas, la barrique est debout et on vient remplir un tout petit peu plus de la moitié. On vient remplir du coup la barrique. Jusque-là à peu près. Ouais, jusque-là, voilà. Parce qu'on sait qu'après, en fermentation, ça monte et donc il ne faut pas que ça déborde. Voilà. Et du coup, on se met ces barriques dans le premier chai, là, debout. Elles sont toutes alignées. Il y en a entre 7 et 10, ça dépend les années. Et du coup, on va venir travailler évidemment le raisin à l'intérieur de la barrique, mais encore une fois, on est vraiment sur cette notion de très peu interventionniste. Donc, les premiers jours, on va venir faire un pigeage quotidien et un pigeage léger. Hein. Donc on a une canne à pigeage, on vient faire un peu dans le sens des aiguilles d'une montre. On lavandage jusqu'au mais léger. Ça dure 15 secondes par barrique, c'est le grand maximum. Hein. C'est très léger. Et puis au bout de 2-3 jours, même un tout petit peu plus, on arrête de faire ce pigeage. Et là, on va venir faire un remontage, mais on est sur une barrique, donc pas de pompe, rien du tout. On peut rien brancher. Donc c'est un remontage qu'on fait manuellement. Donc là, à la casserole. C'est-à-dire qu'en fait, on a le chapeau de marc, on se creuse un trou dans le chapeau de marc et on vient avec une casserole chercher le jus et on arrose. Voilà. On arrose le dessus. Un seau, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc on en profite pour prendre les densités, faire tout ce qu'on doit faire. Il y a toujours un drapeau dans la barrique. Donc un drapeau, c'est une espèce de drapeau, un tuyau en inox. Qui rentre et qui sort. Voilà. Donc on fait passer de l'eau froide ou de l'eau chaude. Suivant si on a besoin de réchauffer. Et il y a une sonde de température aussi. Quand ça fermente, on refroidit et quand c'est la fin et qu'il n'y a plus de fermentation, là on réchauffe pour maintenir tout à 25 degrés. Voilà. Comme les cuves. Et donc la durée en tout cas de vinification, macération, ça va durer entre 25 et 30 jours selon les années, 4 semaines, à peu près. Et à la fin du coup de tout ça, du coup il faut venir s'occuper aussi de tout sortir puisque on peut pas laisser en l'état. Il faut que les pots aillent au pressoir. Donc en fait là c'est pareil. Dans notre barrique on se met une espèce de passoire. Alors passoire qui est branchée à une pompe. On va venir pomper tout le jus. Du coup les pots ne viennent pas. Le jus, il va juste aller dans une cuve d'attente et nous, on vient à la main enlever toutes les peaux de la barrique. On prend la barrique, on la couche, on la prend au chariot élévateur, on la met sur les pales du chariot élévateur, on met une brouette, une grosse brouette en plastique, en PVC, et on vide la barrique dedans, donc il reste toujours un peu de jus et on amène ça au pressoir. Voilà, on amène au pressoir le temps de... Et pendant ce temps, donc là, la barrique, elle est vide, on la nettoie, en général, elle est bien aspergée d'eau. Et puis, on a notre tonnelier, du coup, qui vient ici, donc tonnellerie Orion, je les mentionne, parce qu'ils font un travail assez exceptionnel. Ils viennent chez nous, ils vont désencercler la barrique, donc jusque-là,
remettre le couvercle, cette fois-ci, réencercler. Ils font tout ça ici dans notre chai. L'équipe, elle vient ici pour faire ça. Et donc ensuite, on met le tonneau, donc la barrique était debout, on la couche. Cette fois-ci, elle est vraiment dans ce sens-là. Et puis là, après, on va pouvoir réentonner vraiment le pur plaisir qui part en élevage pendant 3 ans. On le réentonne là par la bonde. Donc ça fait la fermentation malolactique. Et donc ça reste comme ça, souvent on ne le soutire même pas. Et ça reste en dessous. Voilà, je me trompe tout le temps. Ouais, voilà. Ici, toute la cave, là, elle est aujourd'hui, elle est. Alors il y a quelques lots qui sont des presses qui sont avec qui du sont sucre, sulfités, mais sinon la grande majorité, est pas sulfitée. Ça, c'est toutes les les vinifications, en tout cas en rouge chez nous, comment elles se déroulent chaque année, à peu près. Ouais. Ok, on va goûter du coup notre blanc, donc le chemin blanc, premier millésime de cette cuvée, donc millésime 2022. On s'est enfin dit, allez, on y va, on tente l'aventure d'une nouvelle cuvée, avec toutes les incertitudes qu'il y avait de savoir si cette cuvée allait sortir ou pas. On l'a mis en bouteille et ciré en mars de cette année, 2024, et on est en toute fin de stock, donc c'est une cuvée qui était assez limitée du coup en termes de quantité, forcément. Mais voilà, on arrive en fin de stock, donc ça c'est les dernières bouteilles. Vous avez eu combien de bouteilles? 1700 bouteilles. Ah oui, d'accord. Ouais, 1700 bouteilles sur cette cuvée, donc tout petit. Donc du coup, le chemin blanc, c'est un assemblage de 2 cépages qui étaient déjà présents sur le domaine, du chardonnay et du viognier, 70% de chardonnay, 30% de viognier. Donc en termes de terroir, on va être sur des limons, des calcaires aussi en profondeur et beaucoup d'éclats de calcaire qui sont représentés vraiment sur l'étiquette, ces éclats de calcaire. Et il y a un passage du coup en fût de chêne pendant 15 mois, donc sur de la barrique d'occasion qui a déjà servi dans un précédent domaine à Bordeaux. Et donc voilà, donc 15 mois d'élevage, donc jusqu'en février de cette année à peu près, et puis une mise en bouteille qui a suivi. Et c'est une cuvée qu'on a fait en tandem avec mes parents, avec mon père notamment. C'est une cuvée qu'on avait à cœur de créer parce que aujourd'hui on a un petit historique sur les blancs. On élabore donc la cuvée Mon Plaisir Blanc Sec depuis plus de 10 ans maintenant. Et du coup, c'est vrai que on avait des commerciaux, pour ne pas citer Laurent, qui nous tannaient un petit peu en nous disant eh oh les gars, vous seriez capables de faire une cuvée un peu au-dessus avec de l'élevage. Allez-y, lancez-vous. Voilà. Et donc du coup, on s'est lancé en 2022, donc cuvée qu'on a fait vraiment en tandem et puis avec notre équipe aussi parce que c'était important de concrétiser aussi ce projet tous ensemble. Elle symbolise vraiment cette aventure vigneronne qu'on est en train de tracer en famille, avec tous les aléas et toutes les difficultés qui peuvent aussi, qui font partie de l'aventure, qu'il faut citer parce que ça fait partie de notre aventure. Mais voilà, avec toujours cette passion, ce terroir qui est vraiment au-dessus de tout et qui nous guide tous les jours. Voilà, le matin, on se lève pour ça justement. Donc c'est c'est un blanc d'élevage, mais il y a une symbolique encore plus importante sur cette cuvée. C'est l'aventure de tout un domaine, de toute une équipe. Voilà, c'est évidemment la famille de sang et puis la famille qui travaille ici à Mon Plaisir depuis des années. Là, on goûte 2022, le tout premier millésime de cette cuvée. Il est vraiment... Moi, j'adore, je trouve très expressif. Moi, j'ai de la fleur tout le temps. Oui, beaucoup de fleurs. C'est très rond, tout à fait. On a la toute petite fleur. On a vraiment beaucoup de finesse. Ouais. Il est surprenant en bouche. C'est très marqué en fait. C'est marqué par les jolies amers. C'est marqué par la salinité. On a su capter cette minéralité, cette salinité et elle est vraiment présente là dans la bouteille. Ouais, complètement. Très salivant. On a sorti cette cuvée, quantité très limitée du coup.
Pas qu'on voulait pas en faire beaucoup, c'est juste que voilà, en termes de production, on a été quand même assez limité. On pensait pouvoir en faire un petit peu plus sur 2024. Bon voilà, il y a eu un gel qui est passé par là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura quand même un millésime 2023 qui est en barrique et qui voilà poursuit son élevage tranquillement. Et voilà, et qui donnera vraiment un très joli jus aussi parce que voilà, on est très content de ce qu'on a fait en 2023. Et du coup, on va goûter le pur plaisir maintenant. Hop. Ça, c'est mon moment. C'est le meilleur moment de la journée. C'est la cuvée, c'est notre bébé quoi. Voilà. Il y en a pas beaucoup de bouteilles. Ça représente 10 barriques au maximum. 3 ans d'élevage, c'est 8 morceaux de parcelle bien sélectionnés, les mêmes depuis 2000, 100% Malbec. Donc voilà, c'est 3 ans d'élevage, donc c'est la cuvée, c'est un peu notre bébé, c'est le haut de gamme du domaine, mais c'est surtout voilà, une cuvée où il y a un travail, il y a quelque chose de différent. Après, la base, c'est le terroir. Hein. Si on va chercher à ces 8 endroits bien précis, c'est parce que pour nous, c'est là où voilà, il y a la meilleure expression. On est très sur la mûre. Moi, c'est toujours le fruit qui me transcende sur pur plaisir. Je trouve que c'est la colonne vertébrale du vin. On a vraiment toujours ce fruit. Et finalement, les vertèbres, c'est cette élégance des tanins. Voilà. Et ce velouté, ce côté soyeux, vraiment cette texture. C'est tout velouté, on est vraiment dans le comment dire ça ? Ouais, dans vraiment cette texture. Moi, je touche du velours, de la soie. On a ce côté très soyeux, là, en bouche. Voilà. En fait, c'est un vin qui est paradoxal parce c'est un feu d'artifice, là, au nez, on a plein de trucs qui arrivent les uns après les autres. Tu t'attends peut-être en bouche à avoir un truc, encore une fois, très explosif. Et en fait, ça reste tout doux en bouche. Ouais. Voilà, on a les arômes qui arrivent les uns après les autres, mais vraiment avec beaucoup de douceur. Et du coup, je trouve que c'est le paradoxe là, de cette cuvée, quoi. C'est la puissance et en même temps, c'est ce côté très soyeux, très velouté. Et il y a un très joli potentiel de garde là sur le pur plaisir. Ma mère, elle a toujours fait un plat qui, je trouve, se mariait très bien au pur plaisir. C'est un magret de canard, donc très, très simple. Mais elle fait derrière, elle déglace sa poêle, quand elle a fini de cuire son magret, elle déglace sa poêle avec des cerises noires sous vide. Donc dans le jus, ça fait un magret avec une sauce un peu réduite du coup aux cerises noires. Et c'est juste divin en fait parce qu'on a la sucrosité de la cerise noire qu'on retrouve aussi finalement dans le vin. Et avec le magret du coup avec ce gras très enveloppant, et puis il y a derrière dans la cerise il y a toujours une acidité. Du coup il y a juste tout ce qu'il faut. Voilà, toujours été un peu l'accord chouchou. Après voilà une belle côte de bœuf. On avait fait ça pour un repas de fin de vendange avec tous nos salariés. On avait fait des côtes à l'os au barbecue, tout simple, hein, avec un gratin dauphinois. Franchement, il n'y avait pas besoin de beaucoup plus. Et on avait ouvert des purs plaisirs. Il y avait des envies aussi, mais c'est vrai que voilà, les purs plaisirs, ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Et puis après, dans les accords un peu plus où on va chercher autre chose, moi, encore une fois, je trouve qu'avec le chocolat... c'est top quoi, voilà. Avec le chocolat, on va vraiment chercher des choses super. Donc voilà, mais ça peut être plein de choses, le pur plaisir. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Il y a un petit champ des possibles qui s'ouvre. Merci beaucoup Mathilde de nous avoir reçus. Nous avons passé une excellente journée pleine de découvertes. Quant à vous qui regardez la vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet en description si vous souhaitez découvrir toute leur gamme en détail. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.